vous êtes 6 d'origines extrêmement différentes, en tout cas d'études extrêmement différentes là. Comment ça s'est passé? Vous vous êtes battus entre vous pour aboutir à quelque chose? Comment ça s'est passé là? Le sociologue. Alors, ouais, je suis sociologue. Comment ça s'est passé? Ben, j'ai pris que les parties où je me montrais hyper critique parce que j'y crois pas du tout en la justice prédictive. Et donc, ouais, j'ai fait que critiquer. J'ai essayé de faire comme ça. Ouais. Enfin, Et t'as réussi quand même à les convaincre? ah oui, ils étaient plus sur la partie technique, donc non, j'ai même pas eu besoin de les convaincre. Je pense qu'ils sont fondamentalement contre aussi parce que c'est une méthode hyper autoritaire qui ne fait envie à personne. Donc il y a eu un consensus entre les techniciens, hein. Il y a des super-héros, il y a TBS, il y a donc sociologues, je ne les connais pas tous, là, UT1, je sais, pardon? Ingénieur aussi, voilà, et toi, ingénieur aussi, voilà, bon, donc voilà, donc il y avait non mais je parle du groupe là, d'accord, ouais. Ok, très bien. Donc, bah, écoutez, la question à la salle, alors voilà. Oui, je voudrais revenir sur le problème de l'éducation à l'IA en posant une question qui est en amont de ce qu'on a dit, hein. Pour se mouvoir dans la société, on a besoin de compétences de base, hein. Donc, alors si je prends les compétences techniques, il y a lire, écrire et compter. Je me demande si s'il n'y a pas un manque à l'heure de l'IA, hein. L'IA, c'est un problème de statistique. L'IA, c'est une machine statistique. Et si vous ne comprenez pas les éléments de base dans ce domaine de probabilité, de statistique, vous êtes nécessairement paumé. Alors moi, je ne propose pas de faire des mathématiques approfondies, hein, mais enfin, Malik a quand même parlé de moyenne, de régression, de distribution et de choses comme ça. Si vous voulez comprendre un peu la société dans laquelle vous êtes quand même obligé de réfléchir à la notion de norme, à la notion d'accident, à la notion d'habituel, d'usuel, le hasard qui a été mentionné, le rare, le courant, le possible, le probable, les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur, c'est quand même essentiel. L'invraisemblable, le risque, l'erreur, la confiance. Tout ça, c'est des notions de statistiques sur lesquelles on a besoin de parler. Quand je vois, par exemple, les problèmes, on a mentionné tout à l'heure les problèmes de corrélation et de causalité. Vous êtes capable, dans notre pays et ailleurs, vous êtes capable de faire l'enseignement obligatoire complet, de passer le bac et de faire des études, etc., sans comprendre la différence entre la corrélation et la causalité, le nombre d'erreurs qui sont faites là-dessus. C'est complètement invraisemblable. Donc ma question, c'est est-ce que aux compétences de base que sont lire, écrire et compter, il ne faudrait pas rajouter une autre compétence que peut-être on pourrait appeler estimer? C'est bien ça, la statistique. Ça consiste à essayer de comprendre si un nom, quelle est la signification de tel ou tel chiffre. Donc moi, je plaide pour lire, écrire, compter. Qui veut répondre à ça? Oui, très bien. Qui veut répondre? Oui. Oui, très rapidement par rapport à éduquer IA, donc je suis d'accord avec vous que ça passe par la sensibilisation, la formation. Donc, la formation en statistique, en probabilité aussi. Donc, pour reprendre une partie de votre question, par exemple, à UT2, je donne un exemple, nous essayons d'introduire dans toutes les maquettes de deuxième année de licence, pas que des disciplines, pas que des UE disciplinaires, mais aussi la sensibilisation à tout ce qui est mathématiques, et statistiques, par exemple, et pour faire justement une base pour l'apprentissage en IA. Collège et lycée, donc j'ai mentionné, je ne suis pas au courant de toutes les initiatives en France. Forte, il y a quelques jours, nous avons eu des directives qui partent du gouvernement en termes d'application de l'IA dans différentes instituts d'éducation. Je peux parler et souligner ce que je disais tout à l'heure sur l'intégration de l'IA dans les lycées par rapport à l'apprentissage des mathématiques. Donc, si d'autres collègues veulent compléter. Alors, moi aussi, c'est une question sur le thème numéro 3, éducation. Vous nous avez présenté une planche sur le résultat d'une analyse sémantique faite auprès de jeunes de 14 à 20 ans. Et vous avez mis en exergue les mots robot, aide et peur. Sauf erreur de ma part, peur arrivait en quatrième position ex aequo. Il y en a un que vous avez sauté, qui était en deuxième ex aequo, c'était le mot humain. Et j'ai été intrigué. J'aimerais savoir quelle interprétation vous avez pu faire de la présence de ce mot humain en deuxième position dans cette liste sémantique pour les jeunes.
Ok, alors merci beaucoup pour votre question. C'est vrai que du coup j'ai sauté parce que si j'avais dû m'attarder sur tous les mots lors de cette présentation, je pense que ça aurait été assez long. Donc je suis passée directement sur la peur parce que du coup ça pouvait introduire une notion au sein du colloque qui pouvait être rebondite aussi par rapport au Quai des Savoirs. Donc c'est plus un choix stratégique, on va dire, pour ce colloque et parce que voilà, on agit en équipe, on a choisi ensemble. Après, c'est vrai que je ne pourrais pas vous répondre vraiment aujourd'hui sur tout cet aspect. Je n'ai pas encore étayé assez le sujet. J'ai recueilli toutes ces informations. On s'est mis ensemble d'accord sur le choix des mots du coup à vous présenter aujourd'hui. Après, peut-être que dans le cadre du coup de mon mémoire de recherche et potentiellement peut-être une thèse, je pourrais étayer un peu plus cela, mais là, alors, là, je pourrais pas vous en dire un peu plus, malheureusement. D'accord. Et juste peut-être qu'il faut, enfin, si ça a été compris par tout le monde, ça a été donc des entretiens avec une trentaine de. Alors c'est entre 14 et 20 ans, si je me trompe pas. D'accord, des entretiens donc avec une méthodologie particulière. Et donc c'est ces mots-clés qui Alors, sont. Ouais. c'est une méthodologie particulière dans le sens où c'est très informel, comme je l'ai présenté. Voilà, c'est tout. C'est vraiment, je suis allée vers les jeunes, les jeunes, je suis allée vers des gens de mon âge ou des gens en collège et lycée, que ce soit dans mon entourage ou qui ne soient pas aussi dans notre entourage, pour recueillir leurs propos et vraiment à l'instant T, les mettre un peu en confrontation avec la question, avec dites-moi un mot sur l'IA, qu'est-ce que ça vous inspire, quel est pour vous le synonyme de l'IA, pour vraiment les confronter à la question et leur dire, ah, et puis de réagir. Bon, on n'a pas pu le montrer, mais aussi face à leurs réactions aussi qu'ils pouvaient avoir lorsqu'on met le mot IA en fait en phase 2. Voilà. Ok. Question. Il y a une question, vas-y, Oui, Max. juste une question éduquée à l'IA. Je me posais une question à propos, au moment où les réseaux sociaux ont émergé, je me suis intéressé à dire, y a-t-il une éducation en préparation aux réseaux sociaux, etc. Et je suis tombé tout à fait par hasard par une chose que j'entends rarement évoquer. J'ai découvert qu'il y avait à Stanford, à l'université de Stanford, dans le département de captologie, il y a eu, et vous pouvez aller y faire un tour, il a changé de nom pour se reverdir un peu, il y avait l'Institut de captologie, où il y a des gens, et en particulier un gars qui a été très prosélyte, et qui a formé les gens pour l'IA et apprendre à capter l'attention des gens, ce qui est essentiel après pour les réseaux sociaux, puisque vous savez bien que les réseaux sociaux, il faut vous harponner pour que vous y restiez. Eh bien, je vous invite à lire, vous savez, ça n'a pas l'air très connu, moi j'étais tombé il y a longtemps, hein. Ça date des années 2000, hein, je pense. Ah, voilà, éducation à l'IA, eh bien là, je peux vous dire qu'on avait une perversion, ce que j'estimais moi comme une perversion du système, si vous voulez, c'est le grand manipulateur, quoi. Enfin, ça date depuis longtemps, là, hein, parce que si on va vers la publicité, mais c'était très orienté IA et formater les gens. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vu passer ce truc-là dans vos réflexions? Y a-t-il des cours à l'IA fantasmatique? Alors, c'est une autre façon de le dire. Malik, peut-être que Malik le sait. L'IA, Max, je connais pas ces travaux, mais ça ne m'étonne pas. Il y a tellement d'incitations et d'argent pour formater les gens à exploiter autrui dans ce sens que ça ne m'étonne pas qu'il y ait un département et que ce département soit bien doté. C'est des milliers de milliards hein, qui sont là-dedans et c'est un instrument qui, pour tous les appétits pécuniers, hein, paraît fantastique. Et donc, qu'on forme les gens à exploiter nos capacités, notre crédibilité, etc., ça ne m'étonne pas. Mais comme tu l'as très bien dit, ça s'appuie sur un savoir que les publicistes ont affiché depuis pratiquement un siècle d'une manière très cynique. Hein, c'est pour ça que nous avons un certain nombre de frustrations sur la façon dont la démocratie fonctionne. Mais que nous avons aussi d'autres compensations, en particulier lorsqu'on se met ensemble et qu'on travaille ensemble et qu'on réfléchit ensemble, tel que les student ex machina l'ont fait, et qu'ils arrivent à une certaine compréhension de ce qui nous semble bon et dans quelle direction nous voulons aller.
Jessica. Oui, oui, juste pour compléter, je vous encourage à aller voir tous les travaux sur la captation de l'attention, justement, opérée par les réseaux, mais pas que par les réseaux. Et aussi à regarder tout ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui les interfaces trompeuses ou les dark patterns. On utilise souvent cette expression en anglais, et donc qui consiste en réalité à nous apposer une interface pour nous pousser à prendre une décision. En fait, on est manipulé pour prendre une décision rapidement, sans vraiment réfléchir, et une décision qui peut être tout à fait contraire à notre propre intérêt. On a beaucoup, beaucoup de travaux là-dessus. Sur aujourd'hui les cookies, donc les petits traceurs qu'on a sur nos ordinateurs, mais ça va bien au-delà. Ça va jusqu'aux sites sur lesquels vous achetez euh, je ne sais pas, moi, vos chaussures, vos habits, vos micro-ondes, peu importe, qui vont vous dire achetez, là vous avez la promotion pendant 1 heure et au bout d'1 heure c'est fini, vous l'avez plus. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était une manipulation. On jouait sur le réflexe reptilien du cerveau humain de façon à ce qu'il ait peur de rater la bonne occasion. Et ça, on peut pas le maîtriser en fait. C'est juste, on est constitué comme ça et donc on joue sur l'inconscient de l'être humain de façon à le faire prendre une décision, et évidemment dans l'intérêt de la plateforme ou du site et pas dans l'intérêt de l'être humain. Et on a beaucoup de travaux sur ces questions-là en matière de jeux vidéo aussi, parce que ils ont été assez bons dans les jeux vidéo, et maintenant ils sont assez bons contre l'utilisateur en fait, hein. Et donc ça a été repris. Voilà. Ok, alors juste pour pondérer, je dois dire que c'est pas que les IA qui font ça, hein, parce que là aujourd'hui, moi je l'ai pratiqué. Je vous le signale tout de suite, là vous avez jusqu'à encore 1 heure pour prendre une adhésion au GREP pour ceux qui ne l'ont pas, et c'est à partir de maintenant, et c'est valable pour encore 18 mois. Voilà. Donc voilà, Daniel. Oui, j'avais une question pour le magistrat, en fait, par rapport à la justice prédictive. Parce que moi, j'ai discuté d'ailleurs avec un juge aussi. Il y a quand même, à mon avis, peut-être une réflexion à avoir sur l'utilisation de l'IA sur les futurs procès, les futurs jugements. Parce que moi, je m'imaginais déjà à faire un prompt du style, donc on met d'abord le contexte dans un prompt, c'est-à-dire agis comme un juge et qui va juger, donc je mets l'acte d'accusation, hein, un prompt, ça peut durer 1 heure, hein, et puis donc ChatGPT ou un autre modèle de langage va me donner, sur la base d'anciens jugements, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, des résultats. Est-ce qu'en tant qu'avocat, finalement, je vais pouvoir avoir une idée de la plaidoirie ou de la défense, en tout cas, pour, par exemple, récupérer, peut-être pas dans le domaine criminel, mais au civil, récupérer les indemnités plus importantes, et peut-être qu'au bout d'un moment, on va savoir que tel juge accorde davantage, plus facilement telle indemnité, et au final, je vais peut-être un peu trop loin, peut-être en caricature, on va finalement, vaut mieux peut-être avoir affaire à ce juge-là plutôt qu'à un autre et anticiper au final, juger les juges finalement. C'est peut-être un petit peu loin, mais donc je voulais avoir peut-être votre avis par rapport à ça. Merci. D'abord, je vous dirais qu'il y a un grand principe, c'est qu'on ne choisit pas son juge. Comme le juge ne choisit pas les affaires qu'il juge. Elles lui viennent. Bon, blague à part. Oui, il y a des enjeux, effectivement. Alors, là, je ne pratique plus, mais enfin, bon, je pense que les questions que je me pose, quand même, sont des questions fondamentales et que vous posez, que se posent actuellement les jeunes magistrats. Il ne faut pas, heureusement d'ailleurs. Il y a des enjeux là derrière avec l'open data que développe le ministère de la Justice, puisque l'open data, c'est source ouverte à toutes les décisions de justice, dont il y a des problèmes d'anonymat, soit des victimes, d'anonymat des juges qui ont rendu, ou pas, des juges qui ont rendu, alors que la décision de justice est publique et rendue au nom du peuple français. Tout le monde doit savoir qui l'a jugé, d'une certaine manière. Et donc, d'une part, de profilage, à la limite, tout ça à la limite, mais la limite souvent permet de poser des questions de profilage des décisions des décisions de justice en fonction des juges. Oui, hein, c'est des risques. Enfin, en Chine, ça a cours, ça, hein, plus ou moins, mais ça a cours. C'est en cours. Il y a tous ces risques-là. Alors,
par rapport à ce qu'on veut dire de prévoir, d'anticiper éventuellement la décision de justice pour l'avocat, bien sûr, tout à fait, dans une certaine mesure. C'est la diminution de l'aléa, mais ce n'est pas la suppression. Le droit n'est pas statique. Le droit, il est, par définition, il est évolutif. Il évolue aussi avec la société. Et il y a des notions quand même qui, au-delà du pénal, là, hein, il y a des notions qui vivent d'elles-mêmes, je dirais. Vous en avez, je prends cet exemple parce qu'il est très simple et connu de tous, les troubles de voisinage, par exemple. Les troubles de voisinage. Les troubles de voisinage des bruits, tout ça en ville, c'est une chose. Les troubles de voisinage maintenant, par exemple, avec les éoliennes, alors, ou avec, on prend des décisions, on prend des lois, alors que souvent, il suffit d'ouvrir le code civil et de voir que les questions ont déjà été réglées. Les troubles de voisinage en milieu rural, il y a des décisions de justice. Moi, je me souviens avoir jugé une affaire dans un département pas très loin d'un Toulousain qui avait une résidence secondaire et qui se plaignait du fumier de la bergerie à côté. Ah, trouble de voisinage, évidemment, c'est un trouble de voisinage. Bon, il n'y a pas besoin de loi pour juger ceci. C'est des notions qui vivent en elles-mêmes, c'est des concepts. Et donc, l'avocat ou le juge sont aussi dans ce raisonnement de faire évoluer quand sur le plan factuel, ça paraît nécessaire. C'est d'où les risques, effectivement, de figer des jurisprudences et de figer comme ça une jurisprudence. On appelle ça, me semble-t-il, d'après ce que j'ai lu, une jurisprudence horizontale. Au lieu d'être une jurisprudence qui remonte de la base jusqu'à la Cour de cassation ou le Conseil d'État, c'est une jurisprudence qui serait faite par les algorithmes. Hein. C'est tout. Jessica? Oui, en un mot, juste pour dire que le profilage des juges, donc le fait de pouvoir dire à la fin je préfère tel juge ou tel autre, est interdit en France. Hein, il y a des décrets qui sont sortis, donc ça on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, c'est pas autorisé. Pas chez nous en tout cas. D'accord, très bien. Une anecdote rapide sur ce point. Une étude israélienne a montré que les juges étaient plus sévères juste avant le repas quand ils avaient faim. Et oui, en fin de matinée ou en fin de journée, qu'en début parce qu'ils étaient plus reposés, etc. Donc, on ne choisit pas son juge, mais peut-être qu'on peut choisir le bon moment. Et ma deuxième anecdote par rapport à votre point, c'est une étude qui a été publiée par un bon copain de Berkeley, Edward Lee, professeur Edward Lee, sur un cas de justice qu'il a soumis à GPT en lui disant « rédige-moi une plaidoirie de défense ». Et puis, le même cas, rédige-moi une plaidoirie à charge de procureur. Et il a fait examiner ça par des juristes qui ont trouvé que les arguments étaient évoqués de part et d'autre étaient des arguments extrêmement sensés qu'aurait produit un bon avocat ou un bon procureur. Oui, mais ce n'était pas une décision. Ce n'était pas une décision. Non, bien sûr. Non, mais je cite l'exercice. Non, c'est certainement pas une décision. Il n'a pas été. Il a une question là, ouais. Ce n'est pas vraiment une question, c'était juste un rappel. Ouais. L'Union européenne a donné aux banques des missions de police pour surveiller les activités de blanchiment et de lutte contre le terrorisme. Et la Banque de France a trouvé que la plupart des banques n'avaient pas des systèmes très performants et elle nous a poussé à rentrer dans l'IA et à aller vers le plus gros, c'est la société Palantir, qui est un broker américain et qui se fait payer par les gouvernements de l'OCDE en data. En data, il se paye en data, d'accord, en données. Et donc, oui, Palantir, c'est une société américaine et c'est un des plus gros brokers au monde. Et une émanation, on peut dire, de la NSA? Ils ont été... Non, je ne pense pas que... Non. Au départ, ils ont été financés par la NSA, à ma connaissance. Oui, ils ont récupéré les datas de la NSA. Oui. Et ils ont été financés. Bon, okay. Ils ont été financés par les datas qu'ils ont récupérées. Ouais. Et donc, vous n'avez pas de questions alors? C'était une information, d'accord. Il y a des systèmes aujourd'hui, en termes de police préventive, qui se basés sur de l'IA. On en a tous les jours. Et avec une actualité.
une actualisation permanente. D'accord. Puisque c'est basé, par exemple, sur les banques, sur les flux D'accord. qui traversent. Voilà. D'accord. OK. Alors, c'est qui? Hop là. Puis après. Oui, c'était pour rappeler qu'en janvier, on a fait venir Diego Hidalgo de Meuzois. Peut-être j'enverrai un petit message à Studentex Machina pour qu'ils aillent voir son site, parce qu'il travaille beaucoup sur. C'est un militant actif. Il est venu faire une conférence pour le GREP à la MJC sur les histoires de cookies, de captation d'attention, de temps et tout. Et c'est vraiment, il est un petit peu plus âgé que vous, mais c'est vraiment quelqu'un à suivre, hein. Il est franco-espagnol et réside à Rabat. Ça, c'est une première chose. Moi, je voulais vous féliciter. J'étais très heureuse d'entendre vos références à Hannah Arendt, Bernard Stiegler et Simondon. Simondon est très difficile à lire et à comprendre, mais Simondon, à mon époque, quand je faisais des études en sociaux, bah, j'étais pas très bien. Vous savez, il y a des modes, hein, il y a des auteurs, il faut pas trop s'en servir. Et puis maintenant, c'est le moment d'y revenir. Et surtout de ne pas le lire par l'intermédiaire d'une intelligence artificielle, de le lire dans le texte. Ça, c'est vraiment. Choisissez-en peu des auteurs, vous avez peu de temps. Mais ces trois-là, ce sont des fondamentaux. Voilà, merci. OK, merci. Donc, là, encore une fois, pas vraiment de questions, hein, je pense. Il y a Guy là, qui a une question, a priori. Puis après, après ce sera en premier rang. Après, Marjorie, après ce sera là-bas. Hein. Les 4 équipes. Mieux, plus près. Alors, il est plus là. Les 4 équipes ou les 4 tribus ou les 4 collectifs qui ont travaillé sur ce sujet extrêmement difficile de l'intelligence artificielle ont abordé cet après-midi la notion de données. Mais étant donné que les données sont fabriquées à partir de ce qu'on extrait sur les comportements de l'homme, je me poserai la question maintenant, qu'est-ce qui est donné dans notre société? Est-ce que ce sont les conséquences du fonctionnement de l'intelligence artificielle qui fabrique du donné pour déposséder l'homme de son existence et de sa donnée? N'avez-vous pas l'impression, si on est un peu catastrophiste, et mon âge le permet, que peut-être le citoyen pourrait devenir une hypothèse alors que les faits qui lui sont expropriés deviennent des données, et on aurait perdu là une sorte de liberté, d'association, de citoyenneté et d'existence. Oula, alors là, sur une partie, c'est inexact que les données sont issues du comportement des humains en totalité. Ça ne représente qu'une toute petite partie. Si je vous indique la quantité de données qui viennent de l'astronomie, aujourd'hui, en une nuit, on arrive à recueillir plus de données qu'en des campagnes de 10 ans. C'est des données numériques. Je peux en dire la même chose sur le climat, je peux en dire la même chose sur l'agronomie. Quelle plante pousse, avec quelle maladie, dans quelles conditions, sur l'évolution de l'environnement, sur les problèmes liés à l'eau. Il y a énormément de données aujourd'hui qui alimentent la science. Une partie de ces données sont d'origine humaine, mais ce n'est qu'une partie. Je vous assure, ce n'est pas la majorité. Et cette partie qui est d'origine humaine peut aussi alimenter les sciences humaines, peut aussi alimenter la sociologie. Elle le fait déjà, mais elle va le faire davantage. Peut aussi alimenter la psychologie, elle peut aussi alimenter la science politique, elle alimente déjà l'économie, quelquefois dans le bon sens, quelquefois dans le mauvais sens, hein, comme ça a été évoqué. À nous de faire en sorte que nous puissions les utiliser dans le bon sens. Donc voilà, c'était ma réaction, hein, c'est que ces données peuvent être vraiment utiles globalement, à la fois pour nous permettre de mieux connaître et de mieux nous connaître et d'améliorer notre société. Une autre réaction de... Je peux rajouter que c'était le sens de notre message. Voilà. Voilà. Donc, question? Oui, moi je voudrais parler le problème de la responsabilité. C'est-à-dire que vous nous parlez de ChatGPT, vous nous avez recommandé dans l'utilisation de ChatGPT
d'avoir un esprit critique et que quand même l'humain intervienne derrière parce que ChatGPT, vous l'avez dit, a 2, 3, voire 5% d'erreur, on va dire, par rapport à ce qu'il devrait sortir. Mais il y a de plus en plus de process où on introduit l'intelligence artificielle. L'exemple le plus marquant aujourd'hui, c'est la voiture autonome. Bon. Mais demain, ça sera l'avion autonome ou ça sera le train autonome, ça sera des usines pétrochimiques pilotées aussi par l'IA, même s'il y a des humains derrière. Mais l'IA va tellement plus vite qu'il y a des décisions qu'elle pourrait prendre sur des processus dangereux qui peuvent amener à des catastrophes. Donc, je pose le problème de la responsabilité. Qui va être responsable? On l'a déjà dans le cas des accidents de voitures autonomes, mais dans le cas de très grandes catastrophes qui peuvent se produire, pourront se produire avec l'IA. Je crois que, en tout cas, le droit a une réponse là-dessus. Alors, on est en train de le construire, hein, le droit de la responsabilité en matière d'IA. C'est pas l'IA Act, c'est deux propositions de directives qui sont encore en cours d'adoption au niveau de l'Union européenne. On a une directive qui s'appelle sur la responsabilité de l'IA et une directive qui s'appelle sur les produits défectueux, qui existait déjà, mais qui est amendée au regard de l'évolution et de l'arrivée de l'IA. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique juridique de ces textes-là, mais je vous donnerai simplement le principe qui est posé, sachant que, évidemment, ce principe connaît un certain nombre d'exceptions. D'accord? Donc, le principe qui est posé aujourd'hui est celui de dire que sera responsable le fournisseur du système d'IA, c'est-à-dire celui qui a développé ou qui a demandé à quelqu'un de développer le système et qui l'a mis sur le marché. C'est le principe. Après, on a plein d'exceptions dans lesquelles cette responsabilité va sauter et va être transférée à d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement du système d'IA. Mais le principe, c'est le fournisseur du système d'IA aujourd'hui. D'où le besoin de certification, c'est ça? D'où le besoin de certification, parce qu'évidemment, si le fournisseur il peut prouver qu'il est certifié, donc qu'il est conforme au texte, qu'il a respecté l'ensemble des obligations, eh bien, sa responsabilité sera d'autant plus difficile à retenir puisqu'il est présumé être conforme. Je peux compléter un petit. Vas-y. Parce que c'est la première fois qu'on parle de la voiture autonome. Donc, je voudrais clarifier et puis tu me compléteras. Aujourd'hui, on n'a pas encore la voiture autonome dans le sens qu'on attend, c'est-à-dire qu'elle sache se débrouiller toute seule dans toutes conditions. Il y a différents niveaux de 1 à 6 sur l'autonomie. On en est au niveau 4. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est autonome dans certaines zones, notamment dans l'université, sur le campus de l'université. Il y a EasyMile qui a déjà une navette en autonomie, mais qui suit une itinéraire au campus de Paul Sabatier à Toulouse. Aux États-Unis, il y a eu une société qui a mis en place des voitures autonomes qui a fermé boutique parce que Elon Musk avait annoncé aussi son autonomie et c'est un petit peu comme l'histoire de ce matin. Il disait dans 10 ans, ça sera autonome et en fait, il n'atteint pas. Les avions autonomes, il n'est plus question chez Airbus ou chez les grands constructeurs d'avoir des avions autonomes. Ils cherchent maintenant le single pilote, c'est-à-dire plutôt avoir un seul pilote. Déjà, ils aimeraient passer à un pilote et pas deux. Voilà où ils en sont au niveau ambition. Ils peuvent peut-être que de manière marketing, ils annoncent, ils parlent de la voiture autonome ou des camions autonomes, ils en parlent, mais en fait, il faut leur poser la question, quel niveau d'autonomie? Donc, demander le niveau à chaque fois, 4, 5, 6. Voilà. OK. Question? Merci. Oui, c'est bon? Oui, vas-y. Je rebondis sur le dernier point. Je pense par exemple à propos de la certification. Je vois une certaine difficulté. Je pense par exemple à un logiciel comme AlphaGo version 2 qui fonctionne de manière totalement autonome sans que les humains, et là en l'occurrence les champions de Go, ne comprennent sa prise de décision sur un coup donné. Comment va-t-on certifier une IA, un réseau de neurones dont on ne comprend pas le fonctionnement et dont on ne comprend pas les résultats, les propositions que ce réseau de neurones fait? J'avoue, j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut certifier quelque chose comme ça. Alors, c'est tout le problème d'Anity, je pense, mais la question, alors donc,
Donc en 5 secondes, Malik, tu réponds à 4 ans enfin 10 ans de recherche. Merci pour la question qui me permet de clarifier un point. Tout à l'heure, j'ai dit au tout début que nous sommes dans le domaine de l'IA générative, dans une phase où la science est en retrait par rapport à la technique. Nous faisons plus que ce que nous comprenons. Ce n'est pas vrai pour tout ce que fait l'IA. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je comprends. Quand je mets en avant des techniques d'IA pour un système automatique de vol de l'A350, non seulement je le comprends, mais j'ai des outils d'IA pour le prouver, qu'il ne tombera jamais dans tel et tel cas. Ça, on le sait le faire. Le cas que vous citez des échecs ou le Go, je le comprends parfaitement. Pour le Go, c'est très simple. Hein. J'estime, avec un certain nombre de techniques utilisant les réseaux de neurones, 2 distributions, une sur une politique optimale et une autre sur une heuristique, et je combine les deux dans un algorithme qui est connu depuis les années 70, sur lequel j'ai bien travaillé, qui me permettent de jouer de façon optimale. Ce qui surprend les joueurs de Go, c'est que ces techniques que je comprends parfaitement et que je peux vraiment vous décrire étape par étape, arrivent à inventer des coups que les champions ne connaissaient pas. Et que dans une partie, le système a joué un coup et on s'est dit, oh là là, il s'est trompé et il a fait une grossière erreur parce que c'était contraire à toutes les règles qu'il connaissait. Il s'est trouvé que ce n'était pas une grossière erreur et que ces 2 fonctions qu'il a estimées sur des millions et des millions de parties sur lesquelles il a répété, il a répété plus que les champions, certainement, puisqu'il a trouvé des coups gagnants. Eh bien, ces 2 fonctions que je vous ai dit lui ont permis de jouer mieux sur une situation où il a pu inventer ce que n'aurait pas fait un joueur humain. Nous comprenons suffisamment pour pouvoir, dans un certain nombre de cas, vérifier et parfois même aller jusqu'à la preuve. La preuve qu'un système robotique obéit à un certain nombre de règles dans son déplacement et dans sa navigation, on sait la faire. La preuve, ou en tout cas des arguments convaincants en termes de probabilité, et je peux les pousser assez loin lorsque je fais une vérification probabiliste qu'un nombre est décomposable, eh bien, a priori, je ne peux pas vous donner une preuve déterministe, mais je peux vous donner une preuve probabiliste. C'est quoi une preuve probabiliste? Dites que vous êtes content à 2 à la puissance moins 100. Et je vous donne la preuve à 2 à la puissance moins 100. Je fais suffisamment de tirages aléatoires pour pouvoir vérifier qu'il ne sera pas décomposable. Et du coup, ça peut être une bonne base de cryptographie. Donc, la preuve probabiliste, c'est ce qu'on fait aussi en certification. On ne prouve pas tout de façon déterministe. On fait aussi un certain nombre de tests statistiques. Je sais le faire dans un certain nombre de fonctions, telles que celle de la perception, celle de l'interprétation de données, mais je ne sais pas le faire pour un certain nombre d'autres fonctions, telles que l'IA générative. Ce que je ne comprends pas, et vraiment c'est un point important, ce que je ne sais pas comprendre, ni personne aujourd'hui dans le fonctionnement de ChatGPT, ce n'est pas le fait qu'il puisse traduire ou qu'il puisse générer des phrases correctes. Ça, je le comprends. C'est qu'il puisse faire du calcul, parce qu'on n'a pas programmé l'arithmétique dedans. Comment fait-il du calcul? On ne fait pas du calcul simplement en l'observant et en faisant des statistiques sur quel peut être le résultat de 3 875 que multiplie 25 322. Non, ce n'est pas sur des statistiques, on le fait autrement. Cet algorithme n'existe pas. L'a-t-il appris? Où est-ce qu'il se trouve? Je prends l'exemple très simple du calcul, mais il y a d'autres fonctions plus compliquées telles que la planification, que je connais bien. L'algorithmique de planification, j'ai écrit des livres dessus, est assez compliqué. Il arrive à faire des plans avec des erreurs, certes, comme pour les multiplications d'ailleurs, mais il arrive quand même à faire peu d'erreurs, autant que le ferait un humain dans des situations pareilles, et on ne comprend pas parce qu'il n'a pas d'algorithme de planification, pas plus qu'il n'a d'algorithme de multiplication. On sait aujourd'hui le connecter à des algorithmes qui font ça. Et si je le connecte à des algorithmes qui font ça, je vais pouvoir hériter des possibilités de vérifier et éventuellement d'apporter des preuves. Donc nous sommes face à un paysage assez complexe. Dans un certain nombre de cas, on peut être assez confiant, mais globalement, si on utilise tout l'arsenal de ce qu'on a sous la main, on est démuni. Et il faut aller plus loin pour pouvoir avoir vraiment une confiance suffisante. En particulier, si je fais un entraînement sur des données de petite taille, je ne pourrai pas vous donner une preuve à 2-100. 2 à la puissance moins 100. Je vous donnerai une preuve à disons, je ne sais pas, une chance sur 1000 qui ne va pas se tromper. Si je fais du diagnostic médical, eh bien que je ne l'ai fait que sur une cohorte de petite taille, je vais avoir la même chose, hein, une probabilité d'erreur qui reste importante, inacceptable si elle est automatique, si elle donne lieu à une décision automatique, mais parfaitement justifiée si elle donne lieu
à l'intervention d'un médecin qui l'a regardé de plus près, à éventuellement de façon collégiale, comme vous l'avez souligné, à plusieurs, etc. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas complètement démunis. Dans un certain nombre de cas, nous avons des instruments, on sait prouver des logiciels, on sait prouver des logiciels. C'est très, très lourd, mais on sait prouver. On sait prouver des logiciels statistiquement. Le statistical model checking ne fait que ça. Il fait aussi loin que vous pouvez lui permettre, que vous êtes prêt à investir pour vous en assurer. Il est rare que dans la vie courante, on ait besoin d'une preuve à plus que, je ne sais pas moi, 10-9 ou 10-10, parce que nous n'avons pas suffisamment de connaissances sur la réalité du terrain. Donc, ces preuves statistiques peuvent être acceptables. Les preuves déterministes ne sont qu'une simplification de la réalité qui est toujours plus complexe. Donc, dans un certain nombre de cas, nous savons le faire, dans d'autres, nous ne le savons pas, et nous y travaillons, ça a été évoqué dans le cadre du programme d'Anity qui doit, j'espère, reprendre très vite. J'espère aussi. Donc, la responsabilité, la dernière question. Ouais. Voilà. Je voudrais revenir sur la notion de responsabilité juridique sur l'IA et un peu rebondir sur votre réponse pour m'assurer que j'ai bien compris. C'est la responsabilité du fournisseur qui est engagé dans une solution où il y a finalement analyse de la situation et décision par la même machine. Quelque part, on parle de voiture autonome, avion autonome, etc. Donc, c'est le même système qui fait l'analyse et qui fait la prise de décision. Ma question, elle est par rapport à deux domaines extrêmement précis, dont un qui vient d'être évoqué dans la réponse précédente, qui est la santé, et deuxième domaine qui est celui du militaire. Quid de la responsabilité de diagnostic effectué par une machine? Est-ce que c'est le médecin qui utilise la machine qui est responsable des suites en fait, qui sont données? Quid de la responsabilité d'un individu, d'une collectivité de mercenaires ou d'un État qui utilise des machines à tuer de façon autonome? Est-ce que c'est le fournisseur de la machine qui est responsable ou est-ce que la communauté de mercenaires ou l'État utilisateur qui sont responsables devant la communauté, devant la loi? Merci de votre réponse. Alors, sur les aspects militaires, je ne saurais pas du tout vous répondre. On est vraiment sur un droit qui est tout à fait spécial, pour lesquels des règles particulières s'appliquent et qui d'ailleurs évincées par les actes dès le début. Donc, je les connais pas, donc je m'y aventure pas. Je vous laisserai aller creuser ce point. Sur le domaine de la santé, alors là aussi, on est sur un domaine particulier parce que à côté des règles sur l'IA, vont s'appliquer toutes les règles aussi en matière de dispositifs médicaux qui vont rendre plus difficile, je dirais, la prise en compte de la situation. Si je me base uniquement sur les textes en matière d'IA aujourd'hui, donc je laisse tout ce qui concerne les dispositifs médicaux de côté. Comme je vous le disais, on va regarder la situation. Le texte, il pose un principe de base qui est celui de la responsabilité du fournisseur. Donc d'emblée, on va aller chercher qui est le fournisseur du système d'IA ou le fabricant, si c'est un produit défectueux, si le système est considéré comme défectueux, ayant un défaut interne qui a provoqué un préjudice, alors ce sera le fabricant du système. Mais comme je vous disais, il y a quand même des exceptions à tout ça. Si, par exemple, le médecin n'utilise pas le système comme selon la notice indiquée par le fournisseur d'IA, par exemple, s'il change la destination de ce système, il ne fait pas ce qu'il aurait dû faire avec, il l'utilise pour autre chose, eh bien, le médecin pourra être tenu aussi pour responsable. Mais là, on est dans des cas voilà, dérogatoires. Et il y en a plusieurs comme ça. Donc, il faudra au cas par cas vérifier dans quel cas on est pour déterminer qui est responsable. Je vais essayer. Quid de la responsabilité juridique, peut-être même morale, d'utilisation de machines à intelligence, somme toute artificielle, dans le domaine militaire, s'il y a préjudice sur la vie humaine, etc. etc. Est-ce que c'est le fabricant de la machine? Est-ce que c'est l'utilisateur? Enfin, voilà, quel cadre juridique et peut-être quelle borne éthique actuellement par rapport à l'utilisation de ces systèmes-là? Alors actuellement, de ce que je sais, déjà, il y a la Convention de Genève qui rentre en compte, parce qu'elle interdit, par exemple, l'utilisation par l'intelligence artificielle d'armes meurtrières, normalement, même si l'ONU a pu faire remarquer qu'au Liban, en 2022, les États-Unis l'auraient utilisé apparemment. Mais donc on est plus dans l'ordre de quelque chose qui ne serait pas conventionnel.
Et donc, on ne peut pas vraiment le. Enfin, de ce que j'ai vu, on ne peut pas vraiment en parler. C'est plus des choses qui sont plus en sous-marin que des choses qui sont réellement admises par les États ou quoi que ce soit. Pour l'instant, de l'utilisation de l'IA dans le domaine militaire, on retrouve pas mal de choses au niveau de tout ce qui est robots de drones de reconnaissance. Et donc, on est plus sur la facilitation des opérations de terrain, comme la facilitation par exemple, de missions de recherche dans des bâtiments, des choses comme ça, où on a des drones qui pourraient retrouver des informations beaucoup plus facilement et effectuer le travail de soldats qui serait assez dangereux. Mais on n'a pas normalement, en tout cas, de vraies armes IA capables de tuer comme cela. Après, j'avais justement une discussion avec Nicolas Mansart du LAS qui parlait de robots, en fait, des tanks, des fois qui sont plus ou moins autonomes. Du coup, on se retrouve à avoir des combats entre des tanks on se demande si ça ne va pas finir par là. Il y aura des machines qui vont se battre entre elles. Mais là, il n'y a que destruction de machines. Voilà, pour l'instant, c'est plus utilisé comme ça. Où il parlait aussi de robots pour aller dans les tunnels, donc notamment à Gaza, pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Ils envoient des petits robots. Alors, il ne parlait pas d'aller tuer directement, mais d'aller filmer, etc. Donc, ça, c'est sur des aides. Et l'autre cas de figure, c'est la machine elle-même, il n'y a pas d'humain dedans. Et pour revenir à la question de la responsabilité, il reste toujours quelqu'un qui est aux manœuvres et dans le sens qui donne l'ordre d'aller faire quelque chose à l'intelligence artificielle. Donc dans ce cadre-là, pour le moment, c'est donc toujours la personne qui est cette personne-là qui serait responsable de ces actes et non pas le robot. Alors voilà, quand j'étais étudiant, hein, c'est pas d'aujourd'hui, c'était à la fin des années 50, si on nous avait demandé ce qu'était l'intelligence artificielle, on aurait dit c'est la recherche opérationnelle plus les gros ordinateurs de l'époque, les IBM et tout ça. Donc la recherche opérationnelle, c'était la théorie des jeux, la programmation linéaire, toutes ces choses-là, dont on nous a expliqué que ça avait permis de gagner la guerre parce que ça avait permis des affectations de ressources, etc. Fallait-il traverser l'Atlantique en convoi protégé ou faire voyager les bateaux de façon isolée, etc., etc. Donc c'était à l'époque la façon dont on utilisait l'intelligence humaine qui mettait au point des modes de calcul associés à des ordinateurs qui fournissaient la puissance de calcul. Donc ma question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, la recherche opérationnelle, ça existe toujours? Est-ce que c'est toujours utilisé? Et est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est en lien avec l'intelligence artificielle ou est-ce que ce sont deux domaines différents? Là, je pense que c'est Malik qui a la réponse. Oui, bien sûr, hein. Sauf que ça s'est beaucoup enrichi, c'est toujours présent. Il y a une équipe au LAS qui s'appelle ROC, qui fait de la recherche opérationnelle, qui utilise à fond les techniques d'intelligence artificielle. Le LAS, c'est le CNRS de Toulouse. Oui, c'est le CNRS, oui. Il y a des entreprises qui font des choses très très belles, hein. L'ordonnancement d'un atelier par les techniques déterministes de la recherche opérationnelle ne marchait pas bien, parce qu'on arrive à l'ordonnancement dans le sens des techniques que vous avez mentionnées, qui est très fragile parce qu'il se passe le moindre aléa, quelqu'un qui arrive en retard, une machine qui déconnecte, n'importe quoi, et l'ordonnancement est à refaire et ça ne marche pas. Ce n'est pas très bon. Aujourd'hui, on a des techniques bien plus robustes avec des méthodes de tirage aléatoire, avec des réseaux de neurones. Donc, aujourd'hui, on fait feu de tout bois. Hein. Ce que vous avez mentionné est toujours d'actualité, il est toujours présent, on fait toujours de l'ordonnancement, on fait toujours de la planification, mais on le fait bien plus efficacement avec des techniques plus robustes. Ok, merci. Il est 16h30, c'était la fin théorique de notre colloque. Donc je vous propose qu'on s'arrête là, mais on va quand même donner à nos deux parrains et marraines le temps qu'ils veulent, j'espère qu'il ne sera pas trop long, pour conclure et faire la synthèse de cette journée. Jessica m'encourage à commencer. Je veux bien vous proposer juste très brièvement quelques points. Il y aurait énormément de choses à dire. Ce n'est pas une conclusion qui synthétise tout ce que nous avons dit, qui est très très riche sur ces 4 ateliers, sur la nature de l'IA, sur les problèmes de sa régulation, sur les questions liées à la justice et sur les questions liées à l'éducation.
je voudrais souligner quelques points qui me paraissent importants, avec lesquels je vous propose que nous partions en tête comme question fondamentale. L'éducation est vraiment très, très importante. Il faut que nous éduquions la jeune génération par rapport à quelque chose qui est en train de transformer profondément l'humanité. De mon point de vue, ça a été évoqué longuement dans ses écrits par Michel Serres, notre espèce a connu deux ruptures fondamentales, qui sont l'écriture. Vous savez qu'avant l'écriture, il n'y avait pas d'histoire. L'histoire est venue après l'écriture. Avant l'écriture, il n'y avait que la préhistoire. Avant l'écriture, il n'y avait pas de société organisée, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas de science. Donc la première rupture, c'est l'écriture. La deuxième, c'est l'imprimerie qui a permis de diffuser. Nous sommes en train de vivre la troisième. L'impact qu'ont eu les deux premières ruptures sur la façon dont nous sommes organisés en tant que société humaine, sur nos croyances, sur nos religions, etc., est considérable. La différence fondamentale avec la troisième rupture, c'est que ça va beaucoup, beaucoup plus vite et qu'il faut absolument que nous éduquions. Les sociétés évoluent lentement. La biologie évolue très lentement, les sociétés évoluent lentement, les techniques aujourd'hui évoluent plus vite. Tout à l'heure, il a été dit l'effet Baldwin qui a observé que plus une espèce devient intelligente, plus l'évolution de cette espèce s'accélère. Il en va de même des technologies. Dans ma perception, il en va de même des technologies. Donc il faut qu'on éduque. Quelqu'un a dit qu'il faut 3 générations pour s'éduquer à une technologie. Il faut la génération qui la découvre, la déploie, il faut la génération qui la comprend, elle enseigne, et il faut la 3e génération qui l'a apprise à l'école. J'espère que nous irons plus vite, et je suis très heureux de ce qui nous a été présenté dans le groupe éducation, à savoir que les jeunes sont particulièrement technophiles. C'est une excellente chose qu'ils le soient, avec un certain nombre de précautions à prendre. Le fait que les jeunes soient plus intéressés par la technique a été évoqué à plusieurs reprises par de nombreux penseurs. J'aime bien cette phrase de Michel Serres qui dit « La science, c'est ce qu'un père enseigne à son fils, et la technique, c'est ce qu'un fils enseigne à son père. » C'est très profond, Michel Serres a bien vu la chose, et donc il faut que nos jeunes comprennent la technique, mais pas la comprennent au sens de « je sais manipuler », la comprennent un peu plus loin. Je ne vais pas être manipulé par elle, d'une part. Et d'autre part, comprennent la technique au sens de « je me méfie du technicisme, du technosolutionnisme ». Ce n'est pas la technique qui va tout résoudre. On le sait. On a évoqué Simondon, il faut revenir à des lectures de ce type. Ce n'est pas la technique qui va tout résoudre. La technique va nous aider, mais c'est à nous de choisir dans quelle direction. Il a été évoqué, donc pour moi, éduquer est très important. Dans les années 80, il y a eu pas mal d'actions pour faire ce qu'on appelait à l'époque un permis de conduire informatique. Permis de conduire informatique, c'est une vulgarisation aux outils de base de l'informatique pour que tout un chacun puisse les comprendre, utiliser un moteur de recherche, utiliser un système de traitement de texte, etc. Je pense qu'il faut aller vers des choses de ce genre par rapport aux techniques que nous avons évoquées aujourd'hui toute la journée. A été évoqué très, très tôt par l'élu départemental la question de l'IA va-t-elle se substituer à la décision politique? Certainement pas. Il ne faut pas. Il faut que nous gardions en tête que la décision politique, c'est d'abord et avant tout quels sont nos critères, quels sont les éléments que nous essayons d'améliorer. L'IA peut nous aider pour cela, mais gardons en tête que la vision scientiste qui remonte aux Lumières, c'est un des défauts des Lumières, la vision scientiste, à savoir que, comme le dit Diderot, la loi sociale va être une conséquence de la loi de la nature. C'est ce que Diderot espérait. Mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur, parce que la loi sociale est normative, alors que la loi de la nature est constatative, elle n'est pas normative. La loi de la nature ne relève pas du vote. On n'établit pas le vrai par le vote. Ça transcende le vote. La loi sociale, elle résulte de ce que nous voulons faire ensemble. Le scientisme, c'est d'essayer de réduire ce qu'on constate de façon constatative à la loi de la nature, ce sur quoi peut nous éclairer l'IA, à la loi sociale, qu'est-ce que nous voulons faire. Donc évitons aussi bien le technicisme, qui dit qu'on va tout résoudre par la technique, que le scientisme. Bien sûr, il ne faut pas aller vers le moralisme, savoir qu'il y a une morale qui transcende
tout et la loi de la nature suit. Non, le scientisme ne doit pas nous aveugler. La décision politique peut être éclairée par un certain nombre d'éléments que l'on apprécie, mais les critères, qu'est-ce que nous voulons, vers quoi nous voulons aller, à quelle destination nous souhaitons aller, doit rester de l'ordre de la décision collective, hein, du collectif, qui est pour moi le bon sens du politique. Et je terminerai sur un point qui a été aussi évoqué tout à l'heure, que j'ai apprécié, sur la remarque concernant l'écrit de Platon sur Socrate contre l'écriture. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Platon, il est savoureux. La citation qui nous a été donnée n'est qu'une partie. Je n'ai pas la citation de Platon sur ce que disait Socrate en tête complètement, mais il dit en substance ceci. Il dit, le texte écrit, d'abord, Platon fait dire à Socrate son opposition aux sophistes, aux sophismes qui prennent davantage les formes que le fond, et qui s'exprimaient par écrit, hein, et par rapport auquel Socrate était assez critique. Donc, Platon nous explique, selon Socrate, que le texte écrit est comme une peinture. Il est très expressif, il semble nous parler. Mais si je l'interroge, il est incapable de me répondre. C'est un beau portrait. Si je l'interroge, il est incapable de me répondre. Si je le critique, il ne va pas réagir à la critique. Et donc, Socrate était opposé à l'écriture. Il préférait la parole parce que je peux interagir avec la personne. Il se trouve aujourd'hui, c'est vraiment un texte savoureux, et la présentation qui a été faite était à juste titre, hein, que l'écriture nous a apporté beaucoup puisque j'ai commencé par cela. Il se trouve qu'aujourd'hui, le tableau que mentionne Socrate, qui ne sait pas me répondre, il sait me répondre. Il sait me répondre. Et il me répond de façon argumentée, aussi argumentée que si je vous j'interrogeais l'un quelconque d'entre vous, en moyenne, sur les questions que je peux lui poser. Et donc l'argument de Socrate, selon Platon, est à prendre d'une façon, de mon point de vue, troublante. Oui, l'IA nous interroge, elle interroge notre civilisation, elle interroge notre humanité, et de mon point de vue, elle nous permet aussi de mieux nous comprendre. J'espère qu'elle nous permettra de mieux nous comprendre et nous organiser, et je vous remercie. Merci, Malik. Donc, j'ai la lourde tâche de terminer. Et donc, je reviendrai un petit peu sur toutes les tables rondes de ce matin, hein. J'ai picoré moi aussi certaines idées, et donc je vais vous les donner telles quelles. Il me semble que depuis ce matin, une question est revenue comme un leitmotiv. Finalement, l'IA est-elle un poison, un remède? Doit-on en avoir peur ou suscite-t-elle l'espoir? Présente-t-elle des risques ou des opportunités, hein? On est un peu sur le même champ. Un peu des deux, évidemment. Et comment cela aurait-il pu être autrement, tant l'IA, tout au long de cette journée, est apparue protéiforme, évolutive, transversale, au regard de tous les domaines, hein, qui sont impliqués, quelquefois défaillante, biaisée. Et face à cet aspect protéiforme, eh bien, les réponses que l'on a tenté d'y apporter tout au long de cette journée se sont trouvées être aussi protéiformes, avec des multiples strates de régulation, je n'y reviens pas, hein, entre les différentes échelles et les différents acteurs impliqués, notamment l'OCDE, l'UNESCO, l'OTAN, l'Union européenne, les plateformes, les éditeurs de presse, également le Conseil de l'Europe. Et j'en profite pour vous dire que le Conseil de l'Europe n'a que 46 États membres, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Donc comme ça permet de corriger mes propres erreurs. Et également des multiples formes pour la comprendre, cette IA, avec des acteurs qui vont sensibiliser, avec d'autres qui vont avoir des projets de création de formation, alors dans l'enseignement supérieur, mais on avait aussi que c'était le cas dans les lycées, avec des formations de formateurs,
parce que j'en ai vu des enseignants, j'en ai rencontré qui étaient bien démunis quand ils se sont retrouvés face à une unité, un module où ils devaient expliquer le numérique, l'identité numérique, l'IA à leurs élèves, sans avoir eux-mêmes été formés à l'origine. Avec aussi des expositions, des médiations, et je renvoie là à ce qui a été, à ce qui est fait encore aujourd'hui au Quai des Savoirs. Et donc tout ça me pousse à une question, mais je crois que Malik y a déjà un peu répondu dans sa conclusion. Est-ce que l'IA n'est pas, je le dis, le mot, une technologie disruptive? Quand on dit ce mot, faut-il le dire ou pas? C'est une grande question. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas le bon terme dans la mesure où il semblerait qu'elle remette profondément en cause nos modèles? Et donc c'est bien ça que d'être disruptif, me semble-t-il. Tout au long de la journée, on a vu que nos pratiques étaient remises en cause. En tant qu'utilisateur, on a pu être qualifié de zombie. En tant que collecteur de données, d'ogre, les élèves eux-mêmes ont dit clairement qu'ils avaient modifié leur façon d'être des élèves en utilisant cette technologie. Nous, enseignants, on essaye, on a sorti les rames, je pense, et on essaye de s'adapter pour utiliser ces outils-là et changer nos habitudes de façon à nous adapter. Hein, c'est la théorie de l'évolution, finalement. Les journalistes aussi, on a vu qu'ils étaient obligés de s'adapter avec un grand éditeur de presse du type Le Monde qui se voit, je vais dire, contraint à faire des accords avec les grandes plateformes pour éviter d'être pillés et donc essayer de prendre d'agir en amont pour retirer quelque chose quand même des contenus qu'il produit lui-même. Le juge également va voir ses pratiques évoluer. Comment va-t-il se saisir des outils d'IA et comment va-t-il apprécier les preuves fournies par l'IA? Et également la police, on a parlé de surveillance généralisée, on a parlé de caméras augmentées qui utilisent la reconnaissance faciale. Donc là, on est face aussi à un changement de la part, un changement qui se produit dans les forces de police et qui va certainement, qui rejoue un petit peu, qui rebat les cartes finalement des équilibres que l'on a trouvés jusqu'à présent entre des intérêts divergents, protection de la population, donc sécurité, protection de la vie privée, liberté, sécurité. On retombe sur ces catégories-là et il nous faudra retrouver très certainement les équilibres pour que l'on continue à vivre en société. Finalement, je l'ai dit, on est sur des IA protéiformes, des intelligences protéiformes et des solutions protéiformes, mais il m'a semblé détecter une matrice commune, une idée commune derrière tout ça. Je pense qu'il faut qu'on s'attache à avoir la maîtrise de la technologie. Je pense que ça doit être ça notre combat aujourd'hui. Parce que, comme le disait Malik, la technique aujourd'hui, elle devance un peu la science. On ne comprend pas toujours tout, mais il faut s'atteler à maîtriser cette technologie. Et d'ailleurs, je vous le dis, on a parlé de l'EIA Act. Dans l'EIA Act, il y a un article qui impose aux fournisseurs et aux fournisseurs du système d'intelligence artificielle et aux déployeurs, donc à l'utilisateur professionnel du système, de maîtriser le système d'IA. Hein. Donc ça a été rajouté dans les dernières versions de l'EIA Act. Donc cette maîtrise, elle est essentielle. La vraie question, c'est comment? Comment est-ce qu'on maîtrise cette technologie? Dans l'EIA Act, eh bien, écoutez, ce qu'on nous explique, c'est qu'il faut éduquer, c'est qu'il faut avoir du personnel compétent qui va être formé et qui va pouvoir comprendre le fonctionnement de l'IA et agir en conséquence. Donc, je crois qu'avec la troisième table ronde, on était dans la bonne voie. Il faut effectivement éduquer à avoir cet esprit critique, à ne pas tout prendre pour argent comptant. Nous avons, depuis notre naissance, nous faisons confiance à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, parce que c'est pour nous la vérité. Et aujourd'hui, même ça est remis en question. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, nous devons nous reprogrammer quelque part. Donc, on a un gros investissement à faire. Chacun d'entre nous a un investissement à faire. Et je terminerai sur une idée qui m'est venue. Je me dis, pourquoi pas, comme on a créé le patrimoine mondial de l'UNESCO pour préserver la culture, est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place
une sorte de patrimoine mondial de la connaissance, de la compétence, qui permettrait en réalité à l'humain de conserver les compétences, les connaissances qu'il a déjà, de ne pas tout laisser faire à la machine, de ne pas tout lui déléguer et oublier finalement ce qu'on sait faire aujourd'hui et ce qu'on ne saura peut-être plus faire demain et qui nous rendra dépendants à l'extrême finalement de la machine. Je vous remercie. Eh bien, moi, il me reste juste à vous d'abord à remercier tout le monde. Alors, il y a eu un travail collectif remarquable. Donc, oui, je pense qu'on peut applaudir, on vous l'a fait, nos experts, mais également toute l'équipe des jeunes, l'équipe des tuteurs, etc., qui a permis tout ça. Et pour terminer, juste quand même, je retiendrai juste une formule qui a été présentée aujourd'hui. Donc, je crois qu'on a tous compris que l'IA est la fille de l'humanité et que l'humanité sera la fille de l'IA. Hein, donc, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Et donc, on va avancer tous ensemble. Je crois que c'est un petit peu aussi le sens de la dynamique et à nous, effectivement, de la maîtriser correctement. Hein. On est tous d'accord. Et j'espère que cette réflexion d'aujourd'hui nous aura permis, effectivement, de diffuser ces connaissances et cette prise de conscience de ce qui est nécessaire pour notre futur. Voilà. Merci à vous.